Bonjour Olivier Lassos. Bonjour Patrice. Vous êtes le directeur général adjoint du pôle formation 5889, donc Yonne-Nièvre, de l'UIMM, basé à Auxerre. À Auxerre, à Nevers principalement, et deux sites annexes à Sens et Joigny. Merci d'être avec nous aujourd'hui, en tout cas par l'intermédiaire de cette interview que nous avons enregistrée il y a quelques jours. Vous allez, au cours de cet échange d'environ 10 minutes, Olivier, nous faire part de votre témoignage, parce que votre organisation a été victime, il y a quelque temps de ça, d'une cyberattaque. Racontez-nous ce qui s'est passé le plus concrètement possible le 21 février 2023. Alors, le 21 février 2023, au petit matin, lors d'une tentative de connexion sur notre infrastructure pour aller consulter les serveurs et les messageries, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre d'accès qui avaient un comportement tout à fait anormal. Donc, avec mon responsable d'infrastructure, on a commencé à investiguer. Il était 7h30 du matin. Moi, j'étais en déplacement sur Paris. On a commencé à investiguer. On s'est rapidement aperçu qu'on s'était fait hacker. Donc voilà, c'est une situation. Alors moi, je suis de métier informaticien, donc c'est une situation à laquelle on n'aime pas avoir à faire face. Par le passé, on avait déjà eu des soucis avec des virus, notamment qui étaient entrés par des clés USB. Mais là, on était sur une situation beaucoup plus grave, puisque en l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvé à perdre l'accès à une grande partie de notre infrastructure informatique. Donc, le pôle formation 5889, c'est un centre de formation de l'industrie dédié aux apprentis, puisqu'on a à peu près 700 apprentis chez nous, et aux salariés d'entreprises industrielles ou tertiaires, puisqu'on forme à peu près 3000 personnes tous les ans en formation continue, demandeurs d'emploi chez nous. Voilà. Donc, ça représente un parc informatique important, puisqu'on a à peu près 500 postes de travail, plus une centaine de PC portables pour les collaborateurs. Et en l'espace de quelques minutes, on se rend compte que les accès sont tous vérolés. Donc, Euh, impossibilité à partir de ce moment-là, au service de travailler et aux séances de formation prévues de se dérouler. alors, à l'heure où on découvre ça, 7h30, l'activité de production n'a pas commencé, les collaborateurs sont pas encore arrivés, mais on décide de tout de suite couper l'ensemble des accès internes du réseau vers toutes les ressources serveurs, puisque c'est les serveurs qui se sont fait attaquer, notamment un serveur qui sert à faire ce qu'on appelle du RDS, c'est-à-dire du client-serveur déporté Microsoft, qui avait une faille de sécurité reconnue quelques jours avant et qui avait déclenché la création d'un patch chez Microsoft, patch que nous n'avions pas eu le temps de mettre en place chez nous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ensuite fait? Donc, une fois le constat établi, vous avez Donc, renvoyé tout le monde chez soi ou non, vous non, avez alors pas du une tout, pas du possibilité tout. de faire quelque chose malgré tout ou pas? Alors, moi j'étais donc à distance, donc la première chose, c'est consigne générale à tout le monde de ne pas allumer son ordinateur. Dans les salles de cours, personne n'allume rien. Et on fait le tour, dès que les collaborateurs arrivent, à partir de 8h, entre 8h et 8h30, on fait le tour de tous les bureaux pour expliquer qu'il y a une situation de blocage informatique. On ne rentre pas dans un détail Mm. pour l'instant parce qu'on n'avait pas tous les tenants, les aboutissants. Et moi, je prends la voiture et je repars de Paris. Sur le trajet, j'active le réseau, c'est-à-dire je commence à contacter tous les gens qui me semblent intéressants et pertinents par rapport à ma situation. Donc, des homologues informaticiens, des prestataires avec qui j'ai déjà travaillé et qui ont déjà vécu des situations de crise. Et notamment, j'ai eu la chance, dans ce moment très compliqué, de contacter un ancien négociateur du GIGN, puisqu'en fait, notre cyberattaque était un ransomware. Donc, on se retrouvait face à une négociation potentielle avec alors, un individu, un groupe d'individus, on ne sait pas trop, qui réclamait une rançon avec un compte à rebours qui s'était enclenché sur l'écran. Et ça, c'était un contact que vous avez reçu, donc une demande de rançon que vous avez reçue par quel moyen Bah, et à c'est-à-dire quel moment? que tous les ordinateurs qui commençaient à se connecter recevaient un message qui s'affichait avec un,
le nom du virus qui s'appelait Noko Noko, Mhm. qui avait donc crypté tous les fichiers qu'il rencontrait, de préférence les sources PDF et Office. Et donc, ben, il y avait même des documents qui imprimaient directement des fiches Noko Noko sur les imprimantes dans les salles de formation, ce qui a créé du trouble, hein, ce qui a créé du trouble. Oui, on peut imaginer effectivement une réaction un peu paniquée. Concrètement, les gens sont venus travailler. Vous avez réussi malgré tout à faire travailler les gens ce jour-là ou pas avec crayon papier du coup? C'est ça. Alors, ce qui était le plus, je crois, le plus terrifiant pour tout le monde, c'est que on avait perdu accès à nos serveurs, donc on avait perdu accès à notre ERP. Donc, nous n'avions plus accès à aucune donnée liée à nos formations, ni planning, ni le nom de nos jeunes, ni le nom de nos clients. Ce qui fait qu'on avait des jeunes dans les salles avec des formateurs internes ou des formateurs externes. Alors, on avait de la chance parce que le matin, les gens savaient ce qu'ils avaient comme formation à animer. Mais on avait la surprise de découvrir les intervenants l'après-midi puisque nous n'avions plus accès au planning. Donc, on est passé à l'âge de pierre en l'espace de quelques minutes. Mhm. Et donc, c'était papier-crayon. Effectivement, moi, je suis arrivé de Paris, il était 10h30, 11h, quelque chose comme ça. J'ai réuni mon comité de direction en cellule de crise et on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu l'accès à l'informatique. Donc, je vous parle de l'accès à l'informatique, à la téléphonie, aux impressions, aux emails et à Internet. Ouais, Donc, blocage complet de hop. l'entreprise. Que vous a dit le négociateur du GIGN que vous Alors, avez eu en c'était ligne? ultra intéressant parce qu'en fait, donc ce gars n'est pas informaticien, hein. Mhm. Ce gars est reconnu parce qu'en fait, il a monté aujourd'hui un cabinet qui accompagne les entreprises quand ils se font notamment cyber-attaquer. Et il a une analyse hyper froide de la situation et très pragmatique. C'est-à-dire que Mhm. quand on est dans une cellule, une situation de crise, comme nous on a vécu, on est un peu en mode de panique. Donc on essaie de garder son sang-froid. Mhm. On doit aussi faire bonne figure hein, vis-à-vis de ses collaborateurs qui sont dans un grand questionnement. Alors au début, ils sont pas en panique et puis rapidement, au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'on a tout perdu et qu'il va nous falloir un certain temps pour recréer les annuaires, restaurer les sauvegardes, réinstaller les serveurs, vérifier l'ensemble du parc machine. Et lui, le négociateur, il a eu cette intelligence de nous amener pas à pas, alors au début, c'était chaque heure, à des petites victoires. Mhm. C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder l'étendue des dégâts et puis à circonscrire tous les endroits où on pouvait éventuellement tout de suite récupérer facilement de la donnée, redonner accès aux collaborateurs. Donc on a fait le premier jour, c'était un mardi, le 21 février, on a fait du classement. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à ranger ses boîtes à archives, ses dossiers, ses classeurs qu'on n'avait pas le temps de faire parce qu'on est tellement Mhm. occupé toute la journée. Donc le premier jour, c'était classement. Le deuxième jour, on a vraiment optimiser son bureau. Puis au bout du deuxième jour, c'est quand même assez compliqué de maintenir les collaborateurs sur place, mais on avait fait le choix de ne pas arrêter la production. C'est-à-dire, on a Mhm. annulé aucune séance de formation. Et nos formateurs ont été très bons parce qu'ils ont réussi à animer avec le quelque peu de PowerPoint qu'ils avaient encore, qu'on avait récupéré sur d'autres machines. Donc là, on a tout un travail du service informatique qui recrée un parc secondaire avec des machines un peu d'occasion qu'on essaie de redynamiser. On remet un peu de barrette de mémoire, on change un disque. Alors là, l'équipe informatique est sur tous les fronts, hein, puisqu'on a bossé pendant à peu près 3 semaines. J'allais dire nuit et jour, c'est pas tout à fait vrai, mais de 6 heures du matin jusqu'à minuit tous les jours, samedi, dimanche, et chaque jour, on essayait d'avoir une victoire. Voilà. Mhm. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez tenté d'entrer en relation avec les pirates ou tenter une négociation Alors, avec ce gendarme ou sans lui? on était parti du principe qu'on ne paierait pas, Ouais. Et vous n'avez parce pas qu'en fait, payé? et on n'a pas payé, bien sûr, Mhm. parce qu'en fait, il est clairement établi que la probabilité pour que, après paiement, on vous donne la clé de décryptage, la probabilité est extrêmement faible. Donc, payer pour avoir rien, on s'est dit autant qu'on investisse cet argent dans autre chose, des outils pour restaurer, des moyens pour redonner quelques ordinateurs dans les bureaux pour que les gens puissent bosser, remettre en place les services petit à petit. Mhm. Donc, on n'a pas négocié. Et, alors, on a mis Vous en avez place. accepté finalement de perdre ce que vous aviez, de recréer, de repartir de zéro, j'allais dire, en tout cas de recréer Oui, alors vos données. c'est ça. Et ce qui était inquiétant, c'était surtout est-ce qu'il y a eu fuite de données ou pas? Mhm. Donc il y a eu un gros travail d'analyse sur les flux sortants pour vérifier si les données étaient sorties de notre système ou si elles avaient été restées bloquées. Alors,
Dans notre malheur, on a de la chance puisque les traitements de cryptage de nos systèmes ont commencé aux alentours de 5 heures du matin, ce qui fait que nous, à 7h30, quand on a commencé à regarder, on était vraiment dans un déroulé où ils scannaient le réseau pour essayer de trouver les machines et ils cryptaient au fur et à mesure. Donc, les ordinateurs des salles de cours n'étaient pas allumés, les ordinateurs des collaborateurs non plus, donc on a eu peu de dégâts sur la partie poste de travail. Par contre, les serveurs étaient Mm. full allumés, donc là, ça a Ouais, fait un carnage bien sûr. qui a été long à reconstruire. Donc, on a pu vérifier qu'il n'y avait pas eu de fuite de données, mais après, on rentre dans un process qui est compliqué, hein, c'est-à-dire on appelle son assureur qui va vous expliquer que pour avoir une assurance cyberdéfense, ouais, c'est 10 fois le prix de ce que ça vous coûterait de réinstaller votre infra. Mm. Après, vous allez à la police pour porter plainte contre X et vous tombez. Alors, nous, on n'a peut-être pas eu de chance. On est tombé sur quelqu'un qui était pourtant jeune et j'ai rien contre la police, bien au contraire. Mais j'avais une dame charmante qui était soi-disant la spécialiste S informatique pour la ville d'Auxerre et qui, comme dans les clichés qu'on pouvait voir à la télévision, tapait encore Après une machine à écrire. avec ces deux index. Donc là, on n'a pas beaucoup progressé. Après, on est rentré en contact avec l'ANSSI, donc qui est Mm. l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, qui est surtout là pour être un guichet de tout ce qu'il va y avoir comme problématique et puis prévenir Mm. les autres autour, mais qui n'ont pas de Mm. solution technique pour accompagner les gens qui sont dans des cellules comme dans des situations comme les nôtres. Et puis la déclaration CNIL, hein, forcément. Et puis on a prévenu nos clients. Ça, c'était important et ça, et ça, je veux que les gens puissent vraiment bien penser à ça. C'est-à-dire que quand on est dans la situation de crise, on ne voit que son problème et on essaie de trouver des solutions que à sa situation. Ce qui est important, c'est de prévenir et de rassurer les clients aussi, puisque nous, on a 3000 entreprises partenaires qui nous font confiance et c'est important de leur dire Mm. ce qu'on a, ce qu'on vit et vite. C'est-à-dire pas qu'ils l'apprennent par les journaux. Et on l'a bien fait parce qu'au bout de, bah, c'était le jeudi matin, donc moins de 48 heures après, on avait écrit à tous nos clients. On a téléphoné à nos prescripteurs pour informer l'écosystème qui nous entoure de la situation qu'on vivait. Et en fait, on s'est rendu compte que rapidement, les journalistes ont eu un bout d'information et ont commencé à nous passer des coups de fil Mhm. par différents canaux dans l'entreprise pour essayer d'avoir un peu de croustillant, si vous me permettez l'expression. Mhm. J'espère qu'il n'y Mhm. a pas forcément de journalistes dans la salle, mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, alors que nous, on était dans un moment où on avait plutôt besoin de soutien, plutôt que de gens qui viendraient nous Bien dire, sûr. bah, tiens, comment ça se fait que le pôle formation s'est fait hacker? Est-ce que parce qu'il brasse beaucoup d'informations, d'un coup, toutes les informations issues du pôle formation vont être divulguées sur Internet, ce qui n'a pas été le cas. On a bien compris une grosse dépense d'énergie, évidemment, de temps, probablement un peu d'argent aussi, pour finalement repartir tout de même sur quelque chose et sans payer de rançon. On l'a bien compris. On a compris aussi cette dimension méthode, être extrêmement organisé, faire preuve d'un peu de sang-froid aussi face à la situation C'est ça. voilà, pour rebondir. Quels conseils vous donneriez pour que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Vous êtes bien placé pour le dire aujourd'hui. Vous-même, est-ce que vous avez mis en place des dispositions pour que ça ne vous arrive plus? Et quels conseils vous pouvez donner aux entreprises industrielles qui sont aujourd'hui présentes à Chalon et qui vous écoutent pour que ça ne leur arrive pas? Alors, effectivement, nous, on a mis un certain nombre de protocoles en place qui n'étaient pas assez formalisés. Ce qu'on appelle dans le jargon informatique le PRA, le plan de reprise d'activité, ou le PCA, le plan de continuité d'activité, qui va permettre de soit poursuivre son activité, soit rapidement redémarrer sur un environnement similaire, en mode un peu dégradé. Donc, ça veut dire qu'il faut pas uniquement des sauvegardes passives, ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes qui vont permettre de dupliquer les informations. Alors nous, on a la chance d'être multisite, donc de pouvoir dupliquer sur d'autres sites, sur des environnements qu'on allume à besoin ou qui sont en permanence en position on et qui attendent de pouvoir éventuellement reprendre. Il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire je ne vais pas vous dire là, à cette heure-ci, avec l'expérience que j'ai trouvé la boîte magique qui va faire que si jamais je me fais attaquer demain matin, et ben demain après-midi, c'est reparti. Ça, c'est pas vrai. Par contre, on multiplie les protocoles de sécurité, on multiplie la formation. J'ai formé et fait former les collaborateurs aux outils aux pratiques de cyberattaque, c'est-à-dire que on reçoit beaucoup de SMS qui sont
frauduleux et qui incitent les gens à cliquer pour essayer de vous emmener dans des endroits où vous allez mettre votre carte bleue. On reçoit beaucoup de mails qui nous indiquent vous n'avez pas payé la facture, merci d'eux. Et donc les collaborateurs, ils avaient tendance à cliquer. Donc là, évidemment, Mm. avec une cyberattaque comme ça, les 6 premiers mois, tout le monde est sur les dents. Mais Oui, attention au rapidement, comportement, hein, ça reste le voilà, message à passer, bien sûr. mais malgré tout, les mauvaises habitudes peuvent revenir. On a vraiment retravaillé toute la politique de mot de passe. On est en train de mettre en place la double authentification qui permet de vérifier que c'est bien vous quand vous connectez, même si Mm. c'est plus contraignant. Voilà. Et je pense que le vrai conseil, c'est ne pas penser que ça peut arriver qu'aux grands groupes, qu'aux grandes entreprises, qu'aux grands industriels. Ça peut attaquer n'importe qui. Nous, le pôle formation, on n'est pas une cible privilégiée pour la rançon. Enfin, je veux dire, on est une entreprise de type associatif qui forme 700 Mm. apprentis par an. Il y a pas de raison que ça tombe spécifiquement chez nous. Mais en fait, les groupes qui attaquent les entreprises ne cherchent pas un lieu, mais multiplient les attaques Mm. et cherchent des failles. Donc, vous pouvez être une petite entreprise de 10, 20, 30 collaborateurs. Du moment qu'on va essayer de vous attaquer, à force d'en attaquer 20, 50, 100, il y en a peut-être un qui paiera la rançon, ou Mm. deux, ou Mm. trois. Mais ça Et leur c'est eux suffira. qui Mm. font l'argent, en fait. Ouais. Voilà, uniquement comme ça. Votre conclusion rejoint les messages de prudence, voilà, et d'alerte que nous donnons ici ce matin à Chalon. Merci beaucoup, Olivier, de votre témoignage, votre retour d'expérience tout à fait enrichissant et instructif. Bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.